juste envie de poser une question. Et l'homme dans tout ça? Alors, il y a des gens qui s'occupent de l'homme et de les étudier. On peut les appeler sociologues, et puis parfois, eux, se font appeler penseurs, parce qu'ils n'aiment pas être mis dans des catégories. Alors, on va accueillir un penseur aujourd'hui qui est docteur en lettres pardon, et en sociologie, qui a été professeur à René Descartes de 1981 à 2012, qui en 1992 a été Grand Prix des sciences humaines de l'Académie française pour un ouvrage qui s'appelle « La transfiguration du politique », qui est le fondateur de la revue Société, le fondateur également du Cahier européen de l'imaginaire, qui est directeur du Centre de recherche sur l'imaginaire, vice-président de l'Institut international de sociologie, membre de l'Institut universitaire de France depuis 2008, et qui aujourd'hui essaye de réfléchir ou plutôt réfléchit, il n'essaye pas du tout, et réfléchit sur tout ce que nous venons d'évoquer implique sur l'homme, et donc sur l'ère que nous sommes en train peut-être de quitter et la nouvelle ère que nous sommes en train de créer, notamment dans un ouvrage qui s'appelle « L'être postmoderne ». Je vous remercie d'accueillir Michel Maffesoli. Bien, merci de cette invitation, des quelques mots que vous venez de dire. En effet, je ne sais pas si je suis un sociologue, en tout cas je suis à la retraite. C'est un plaisir d'être parmi vous. J'ai souvenir d'être venu ici dans votre assemblée il y a quelques années, c'était dans le sud. Mais après ce que je viens d'entendre, qui était passionnant, et au vu du programme, je me demande bien pourquoi vous m'avez invité, à vrai dire. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si je réfléchis sur l'homme, la culture, la société. En tout cas, j'essaie en quelque sorte, mais peut-être est-ce cela l'objet de votre rencontre. Un campus, c'est un petit côté universitaire. Et puis, il ne faut pas oublier, Spring, que de mon point de vue, nous sommes dans le printemps d'une civilisation. Quelque chose qui est en train de changer. Et en écho à ce que disait il y a un instant Guillaume Pitron, mon propos serait peut-être plus juste de dire c'est la face cachée du sociétal, ce qui est en jeu actuellement et que nous ne savons pas voir. Des enjeux qui vont, et ce sera à vous de voir si cela peut vous être utile, au-delà ou en deçà de la technologie, je dirais même d'ailleurs au-delà ou en deçà de l'économie stricto sensu. Vous m'avez demandé de parler de ma vision de l'évolution. Je crois qu'à certains moments, il faut en effet savoir, et nous sommes dans un de ces moments, il faut savoir rêver. Et que c'est uniquement si on sait voir ce qui est, ce qu'on essaie de voir, qui est caché, que l'on pourrait être en quelque sorte un voyant de ce qui est en gestation. Alors le titre de votre rencontre, c'est « La France dans le monde ». Je rappelle que du XVIIe au XIXe siècle, la France fut le laboratoire de la modernité, les temps modernes. Le tripode, je vais le développer, je vais essayer de le dire, c'est l'émergence d'un fort individualisme au moyen d'un rationalisme et en fonction d'un progressisme. Voilà ce qu'est en quelque sorte la cause et l'effet de la Révolution française qui marquèrent une césure, pas simplement en France, mais dans l'Europe en son entier. Peut-être est-ce cela d'ailleurs qui est au fondement du modèle démocratique qui, à mon sens, est en train de s'achever, celui qu'il est convenu d'appeler le contrat social. Je pense que si on reste sur ce modèle, la France risque bientôt de ne plus être dans le monde, mais hors du monde, parce qu'elle ne sait pas voir le tripode en gestation, que j'essaierai de dire également, celui de l'émergence de la communauté en fonction de l'émotionnel et finalement
non plus du progressisme ou du mythe du progrès, mais de ce qu'on peut appeler, ce que pour ma part j'ai appelé la progressivité. C'est-à-dire, dans le fond, une liaison entre le passé, le présent et l'avenir. Et un vrai prophète est celui qui se souvient de l'avenir. De mon point de vue, c'est cela l'idéal communautaire en gestation, et non plus un nouveau contrat social comme on voudrait bien nous le faire croire, mais bien un pacte sociétal. C'est là où, justement, au-delà d'une dimension purement rationnelle du monde, ce qui est en jeu, c'est une sorte de théâtralité. J'ai repris l'expression de Platon, la théocratie. Et à mon sens, si on sait prendre du recul, réfléchir sur cette mutation qui est parfois cachée, bien que l'on sera à même d'être à bien des égards performant et en accord avec ce temps qui est en gestation. Mais avant de développer ces thèses que je viens de dire, 3 points tout de même que je dis chaque fois qu'on a l'occasion de m'inviter. Au-delà de ce qui est, je dirais, notre cerveau reptilien, une sorte de linéarisme, l'humanité serait partie d'un point A de barbarie et arriverait progressivement à un point B de civilisation absolue. Je rappelle que ce linéarisme a été formalisé au XIXe siècle dans la philosophie de l'histoire de Hegel, mais des bons esprits ont montré qu'il y avait une vieille tradition bien antérieure, c'était tout simplement la forme profane du messianisme judéo-chrétien. Et c'est ce qui a abouti au XIXe siècle à ce grand mythe du progrès. Je rappelle la phrase de Victor Hugo, célébrant l'exposition universelle de 1867, « Rien n'arrête une idée dont le temps est venu, le progrès ». Et on a dans ce phrasé hugolien ce qui en quelque sorte résumait bien l'idéologie du moment, ce qui encore une fois est le fondement même de cette idéologie, et ce n'est pas péjoratif que je dis en disant cela, du progressisme. Donc au-delà de ce linéarisme, je dis bien cerveau reptilien, notre culture, ce qu'on a sucé avec le lait maternel sans bien y faire attention, de la petite enfance à l'alma mater universitaire, le bon sens reconnaît, quand on regarde sur 2000 ans des histoires humaines, qu'il y a des cycles, il y a des époques. En grec, le mot époque signifie parenthèse. Vous voyez, j'insiste là-dessus parce qu'en gros, une parenthèse est en train de se fermer, l'époque moderne. Une autre parenthèse est en train de s'ouvrir, une époque qu'on ne sait pas nommer et que certains, je suis de ceux-là, appellent la post-modernité. Tout cela dans ce premier point pour rendre attentif au fait qu'il y a de l'impermanence, des formes particulières, des manières d'être, des manières de se sentir dans une société, et en même temps, il y a la continuité de la vie. Et intéressant de voir comment, en quelque sorte, la fin d'une ère préfigure toujours la suivante. En d'autres termes, pour moi, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et c'est important d'avoir cela à l'esprit pour se rendre compte, encore une fois, qu'il n'y a plus simplement ce linéarisme. Deuxième point, en relation avec cela, rappelons encore une fois une banalité fort simple, notre espèce animale est ce qu'elle est parce qu'elle parle. Un des grands philosophes en France, Michel Foucault, du siècle dernier, moi en tout cas qui a bien marqué mon travail, rappelait la relation qui existait entre les mots et les choses. Et que dans le fond, on ne peut bien comprendre ces choses que si on arrive à trouver les mots qui soient en pertinence avec ces choses-là. La sagesse populaire le sait, tout passe, tout casse, tout lasse, et les mots vont changer donc en fonction, encore une fois, de l'évolution, des mutations, des métamorphoses et des changements. On se souvient bien évidemment de Camus, on le redit actuellement à tire-larigot, mal nommer les choses contribue au malheur du monde. Camus, disant cela, se souvenait d'une phrase de la République de Platon rappelant « La perversion de la cité commence avec la fraude aux mots ». Donc en fait, il faut trouver, si vous voulez, les mots, je dirais, non pas des concepts trop précis, non pas des réponses toutes faites, mais au contraire savoir poser des questions. Je dis bien les mots les moins faux possibles, et c'est en trouvant cela qu'on pourra peut-être accompagner, bien évidemment, ce qui est en gestation. Troisième point, troisième banalité, encore une fois des époques, trouver les mots,
ne pas se contenter des incantations, comme on le fait trop souvent, démocratie, contrat social, citoyenneté, qui pour moi sont des mots à bien des égards impertinents. Si on s'accorde à cela, eh bien, pour ce qui est en gestation, il faut trouver ce qui est secret, ce qui est caché. Je le redirai, ce qui est en quelque sorte la société officieuse, la plupart du temps d'ailleurs représentée par nos jeunes générations, qui elles sont déjà en phase avec ce qui est en gestation et ne se reconnaissent plus dans ce que l'on est en train de quitter. Un philosophe et sociologue allemand, Georg Simmel, rappelait qu'il faut toujours chercher quel est le roi clandestin d'une époque, celui qui gère véritablement et qui régit cette époque au-delà ou en deçà de ce qui est officiel. C'est la métaphore de la nappe phréatique. On ne la voit pas, et pourtant c'est à partir de là que sustente la faune, la flore, la vie en général. Il faut savoir être attentif à cela parce que les mutations ne sont pas toujours reconnues. Nietzsche les rappelait, les vraies révolutions avancent sur les pas des colombes, à bas bruit. Et pour ma part, c'est un peu ce qui est en gestation, c'est ce qui fait que, concernant l'imaginaire, je crois qu'il est toujours important de rendre attentif justement à ce qui ne se voit pas forcément. Secret, discret, là encore une petite précaution et philosophique et étymologique. Le mot vérité, en grec, c'est aletheia, c'est-à-dire tout simplement ce qui est le dévoilement de quelque chose qui est là, qui est caché ou qui est secret. Et c'est à partir de là qu'on peut saisir ce qui est essentiel, ce qui est important, au-delà du clapotis des causes secondes, au-delà des facilités journalistiques, ce qui bien sûr nécessite un effort, prendre soin des idées, trouver des idées mères. Chateaubriand, dans une période assez semblable à la nôtre, le passage de l'Ancien Régime au Nouveau Régime, disait quelles sont les idées principes à partir duquel on va pouvoir penser et comprendre ce qui est en gestation. C'est un effort permanent contre la médiocrité de la médiacratie et il faut la faire constamment. C'est à partir de là que l'on pourra saisir justement quel est l'esprit de l'époque. Pour moi, pour tout vous dire, c'est la puissance de l'immatériel. Hegel disait l'esprit du temps. On pourrait trouver des quantités d'expressions de ce genre chez des bons esprits, l'inconscient collectif, peu importe le terme. Gilbert Durand, qui est un grand anthropologue de l'imaginaire, disait imaginaire. Cet imaginaire qui, dans la tradition française qui est la nôtre, depuis Descartes et Malebranche, eh bien, était toujours suspecté. L'imagination, c'est la folle du logis, ce qui ne permet pas le bon fonctionnement du cerveau. Or, c'est à partir, en quelque sorte, de cet imaginaire qu'on peut comprendre à la fois la fin de quelque chose et le début d'une autre, ainsi que je le disais, l'impermanence et la continuité. L'imaginaire, disons-le tout simplement d'ailleurs, c'est un climat, c'est une atmosphère. Et tout comme il y a des changements climatiques stricto sensu, si on s'accorde sur le fait qu'il y ait des cycles et des époques différentes, eh bien, il y a un changement, bien sûr, dans le climat spirituel. Un grand philosophe espagnol, Ortega y Gasset, écrivant un livre d'ailleurs qu'il faudrait relire pour comprendre ce qui est en train de se passer actuellement, La révolte des masses, parlait d'un impératif atmosphérique. On est déterminé et le changement de l'atmosphère fait que c'est un impératif, quelque chose qui va aiguiller dans le fond nos actions, nos manières d'être et de penser. Et quand il y a en quelque sorte un tel changement climatique, bien, il faut s'adapter. La disparition des dinosaures, on le sait, ont ceux qui n'ont pas su justement s'adapter à ce changement climatique. Pour ce qui concerne la vie sociale, de mon point de vue, c'est exactement la même chose. Rien ni personne n'est indemne à un tel changement. L'entreprise, la vie sociale, la vie politique, le management, le marketing. Et de ce point de vue, là encore, être attentif aux jeunes générations qui, eux, préfigurent en quelque sorte ce qui est en gestation. C'est à partir de là que l'on pourra comprendre essentiellement ce qu'est la crise de notre civilisation. Moi, je rappelle toujours que la crise, à l'encontre de ce qu'il est dit trop fréquemment, est rien moins qu'économique, elle est sociétale. C'est tout simplement quand à un certain moment, on n'a plus conscience de ce que l'on est, et du coup, on n'a plus confiance en ce que l'on est. Crisis en grec, c'est le jugement. Jugement qui est porté par ce qui est en train de naître sur ce qui est en train de cesser.
Mais il est un autre sens du mot crésis non moins intéressant, c'est le crible, qui permet de rejeter ce qui doit être rejeté et de garder ce qui mérite de l'être. Et c'est à partir de là, si vous voulez, qu'on peut comprendre la mutation, l'évolution en cours dans nos sociétés. Je le ferai en 2 points, un diagnostic et un pronostic. Mon diagnostic concerne la société officielle, nos institutions sous leurs formes diverses, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient familiales, éducatives ou autres. Ces institutions continuent à rester sur les grandes valeurs, les grands schémas qui furent celui de la modernité. Quand je dis temps moderne, n'est-ce pas, ce qui commence au XVIIe siècle, ce qui, à mon avis, s'achève à la moitié du XXe siècle. Et l'on commence à prendre conscience, en quelque sorte, de cette mutation que je viens de dire. Il n'en reste pas moins, les astrophysiciens nous l'indiquent, qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Le foyer s'en est éteint, mais bien évidemment, cette lumière continue d'exister. C'est un peu ce qui est en jeu, à mon sens, actuellement, dans ces institutions, je dirais, de divers ordres, dont nous sommes à bien des égards les représentants. Cette culture moderne, permettez-moi de le dire au travers d'un chiffre, repose sur le chiffre 1. Je dis le chiffre en son sens étymologique encore. Le chiffre, c'est en son sens ésotérique et en son sens exotérique, ce qui fait que quelque chose existe et en même temps quelque chose se dévoile et s'exprime. Auguste Comte, qui a été le fondateur de la sociologie, parlant justement de la société au XIXe siècle, essentiellement de la discipline qui était censée en rendre compte, la sociologie, disait en latin « reductio ad unum », réduire toute chose à l'unité, évacuer les disparités, les spécificités, les particularités et tout à l'avenant. Et on voit bien comment, et voilà le premier mot-clé qui est au fondement même de notre culture moderne, à partir du XVIIe siècle, se met en place quelque chose qui, de mon point de vue, n'existe plus, mais que l'on continue à seriner comme étant la valeur essentielle, c'est l'individualisme. Je dirais un individualisme épistémologique qui s'est élaboré à partir du XVIIe siècle. Vous en souvenez tous, n'est-ce pas, la formule cartésienne, naissance de la philosophie, mais plus que cela, naissance de la modernité. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Voilà l'acte de naissance des temps modernes, quelque chose qui fait qu'on n'est plus dans le cadre communautaire, on n'est plus dans quelque chose qui nous dépasse, mais bien, encore une fois, dans la formule en son entier de Descartes est d'ailleurs intéressante, je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. À peu près à la même époque, je le dis rapidement, la réforme protestante repose sur un individualisme religieux. Tout un chacun a accès à son Dieu, la Bible est traduite en langue profane, il n'est pas nécessaire d'une interprétation par les clercs. Et au troisième moment, au XVIIIe siècle, l'individualisme politique. Jean-Jacques Rousseau, dans un livre fameux qui s'appelle L'Émile, rappelle en quelque sorte que le fondement de l'éducation, c'est de tirer le petit enfant de l'animalité pour l'amener à la civilité, de le tirer de la barbarie pour l'amener à l'humanité. Et si ce processus est réussi, le dernier mot de ce roman d'éducation de Rousseau, c'est « cet individu est un individu autonome ». En grec, le mot autonomie, c'est autonomos, je suis ma propre loi. Et c'est sur cette base-là, bien sûr, d'autonomie, que va naître ce qui est important à partir du XVIIIe siècle, le fameux contrat social. Quand je suis capable de faire ma propre histoire, je peux contracter avec d'autres individus capables de faire leur histoire pour faire la société. Voilà le premier mot, si vous voulez, important, auquel on ne pense pas, ou que l'on va considérer comme étant purement un problème philosophique. Moi, c'est un problème sociétal, c'est-à-dire ce qui a été, en quelque sorte, l'acte de naissance de la culture moderne. Je dis bien individualisme épistémologique, au-delà du mot, c'est-à-dire un individualisme qui va se répandre dans toutes nos institutions et qui est le fondement même de notre manière de se rapporter au monde et de comprendre le monde. Cela se fait d'ailleurs, et voilà le second mot-clé, si je puis dire, au travers d'un rationalisme. Un grand sociologue
économiste et juriste allemand, Max Weber, dans un livre fameux dont vous connaissez peut-être le titre, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, a montré qu'à partir de la réforme protestante, naissait ce qu'il appelait la rationalisation généralisée de l'existence. Tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons, aboutissant d'ailleurs à son non moins fameuse formule, le fameux désenchantement du monde. Et c'est là-dessus que l'on a pensé toutes nos institutions sociales et économiques tout au long du XIXe siècle. Lorsque Ford, au début des années 20 du siècle dernier, demande à Taylor de penser le management, le fameux Taylorisme, repose essentiellement sur les conséquences que l'on va tirer de cette rationalisation généralisée, ainsi que je viens de le dire. Et dans le fond, c'est cela qui aboutit à cette conception du contrat social. Le contrat social, disons-le simplement, c'est un être ensemble rationnel. Vous voyez, pour mémoire, quand les Japonais, au début du XXe siècle, voulurent traduire les philosophes allemands ou français, ils n'avaient pas de mot pour traduire ce mot de social. Justement parce qu'il y avait dans ce terme de social cet être ensemble rationnel, quelque chose qui n'était pas dans leur culture. Et c'est à partir de ce contrat social, si vous voulez, que se sont constituées nos diverses institutions. Michel Foucault, que j'ai cité tout à l'heure, le rappelle tout au long du XIXe siècle. Prévalence de l'économie, prévalence de l'économicisme, prévalence, on pourrait dire, d'une conception matérialiste du monde qui a assuré, dans le fond, le succès de la modernité sous ses diverses modulations. Et c'est à partir de là que va se constituer une grande valeur qui n'était pas toujours une valeur, qui ne sera pas toujours une valeur, j'essaierai de le dire, c'est la valeur travail. De nom, Emmanuel Kant, qui à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, rappelle que ce qui était une nécessité va devenir une valeur. Le travail, dans le fond, était pour les classes serviles, les esclaves éventuellement, un homme noble dérogeait s'il travaillait. Et Kant rappelle qu'au travers de ce qu'il appelle les impératifs catégoriques, le premier de ces impératifs catégoriques, tu dois travailler. Et il y a là, la définition qu'il en donne est fort juste, réalisation de soi, réalisation du monde. On n'est quelqu'un que si. Et à la moitié du XIXe siècle, c'est, je le rappelle, Karl Marx dans Le Capital, qui va théoriser cette valeur travail comme étant à la fois le fondement même de tout ce que va être la civilisation, l'économie, j'ai dit, ou l'économicisme sous ses diverses modulations. La conséquence de cette valorisation du travail, je dis bien une nécessité devenue une valeur. Eh bien évidemment, c'est cette grande conception utilitariste qui va prévaloir, ne vaut que ce qui sert à quelque chose. Un des grands philosophes du siècle dernier, Heidegger, traduisait même cet utilitarisme en parlant d'une ustensilarité du monde. Le monde, les autres, moi-même, compris en quelque sorte comme des ustensiles que l'on peut manœuvrer et manipuler à loisir. Et voilà un peu le tripode, cet individualisme, la valeur travail et l'utilitarisme qui en est en quelque sorte la conséquence, et ce, en fonction de ce qui est à venir. Le maître mot de toute la modernité, je l'ai dit concernant le mythe du progrès, c'est un peu demain, c'est le report de jouissance. C'est une conception à venir, quelque chose qui n'est pas sur le présent, mais qui est une société parfaite à réaliser un peu plus tard. Voilà, un mot résumerait en quelque sorte tout cela, un mot désuet, un mot encore une fois incantatoire, un mot qui n'est plus forcément pertinent, c'est le mot projet. Et le projet, qu'il soit économique, qu'il soit éducatif, qu'il soit politique, est un terme que l'on emploie à tire-larigot. C'est ce que l'on appelle, à vrai dire, une incantation. C'est sur ce fondement-là que s'est élaboré l'idéal démocratique. Je rappelle que c'est une grande dame de la pensée, Hannah Arendt, qui a élaboré cette idée de l'idéal démocratique, montrant comment, progressivement, cette démocratie s'est mise en place, au travers d'ailleurs d'une idée très simple. C'est sur la base d'une représentation philosophique que va s'élaborer une représentation politique. Vous êtes convaincu de la validité de ma représentation philosophique,
vous me donnez votre voix, et cela fait une représentation politique. C'est l'idée même de la représentativité. Voilà en quelque sorte le schéma, dit brièvement, de ce qu'on peut appeler la culture moderne. Encore une fois, ce que j'ai appelé tout à l'heure, ce qui reste de la société officielle et de nos diverses institutions. Voilà, de mon point de vue, ce qui est saturé. Les soulèvements populaires, les insurrections, les révoltes des peuples en témoignent actuellement un peu partout de par le monde. En gros, la topique qui a prévalu durant la modernité, le topos, le lieu à partir duquel on pensait le monde, la topique de la verticalité, ne fonctionne plus. Encore une fois, avec toujours le temps de recul pour prendre conscience que quelque chose n'existe plus. Après ce diagnostic rapide, quel pourrait être le pronostic, l'évolution, ma vision sur cette évolution de la société qui, elle, je le rappelle, est une société officieuse, non pas celle qui a le pouvoir, en d'autres termes, celle qui est simplement en puissance. Quelle serait, mais là on ne peut avoir que quelques indices, on ne peut poser que quelques questions, quelle serait en quelque sorte cette culture postmoderne en gestation? Pour ma part, je dirais ce n'est plus l'individu, c'est le retour de la tribu, ce n'est plus simplement le rationnel, c'est l'importance de l'émotionnel, ce n'est plus le futur, le progressisme, mais ce que j'appelais tout à l'heure la progressivité, c'est-à-dire cette espèce de conjonction entre le passé, le présent et le futur. De l'individu un à la personne plurielle, de l'identité assurée, qu'elle soit sexuelle, idéologique, professionnelle, à des identifications multiples. On a plusieurs vies dans une vie. Il faut toujours écouter les poètes, et déjà au XIXe siècle, Rimbaud préfigurait cela en disant « je est un autre ». Dans ce « je est un autre » rimbaldien, on a exactement quelque chose qui, je dirais, est le cœur battant des mutations en cours, des métamorphoses qu'il va falloir apprendre à gérer. La chose ne sera pas aisée, mais en tout cas qui est un processus inéluctable. On passe de l'ère du je à l'ère du nous. Et c'est si on comprend bien ce passage du je au nous que l'on pourra saisir à bien des égards les métamorphoses qui sont en cours. J'ai proposé de parler en son temps le temps des tribus, le tribalisme. C'était en quelque sorte pour provoquer, pour rendre attentif au fait qu'on ne peut plus penser une société unifiée, mais une mosaïque en fragmentation, et qu'il y a des nous divers. Pour moi, les tribus dans les mégapoles contemporaines constituent simplement dans le partage d'un goût sexuel, musical, sportif, religieux, on pourrait multiplier à l'infini. Dans les jungles stricto sensu, la tribu consistait à lutter contre l'adversité sous ses diverses modulations. Dans les jungles de pierre que sont nos mégapoles contemporaines, la tribu a exactement la même fonction. Et c'est cela le partage d'un goût, et il est intéressant de voir comment, en quelque sorte, ce partage de goût est en train de se multiplier. J'y reviendrai un peu plus tard. C'est à partir de ce glissement du je au nous, eh bien que, de mon point de vue, est en jeu actuellement non plus la valeur travail, mais la valeur création, l'importance de l'entreprendre sous ses diverses modulations. Vous ne mobiliserez plus d'énergie juvénile sur le mot travail, on peut mobiliser de l'énergie sur l'idée de création, l'idée de créativité, l'idée d'entreprendre. Quelque chose qui va de pair, bien évidemment, avec une conception, alors disons-le tout simplement, non plus ascétique du monde, mais un hédonisme. Michel Foucault, que j'ai cité, rappelait comment, au XIXe siècle, le corps n'était légitime que s'il produisait ou s'il reproduisait. Là, au contraire, on voit comment, à bien des égards, le corps est valorisé pour lui-même. Le corps que j'habille, la mode, le corps que je soigne, la diététique, le corps que je construis, la musculation, les sports, les multibuildings sur leurs diverses modulations. Et je dirais qu'on a là quelque chose qui montre que ce n'est plus simplement l'utilitarisme qui va prévaloir, mais le qualitatif de l'existence. Ne plus perdre sa vie à la gagner. Faire de sa vie une œuvre d'art sous ses diverses modulations. Voilà ce qui est en jeu, en mon sens, dans cet hédonisme diffus qui se diffracte de diverses manières. Et là encore, les réseaux sociaux en sont les porteurs.
En gros, quelque chose qui va reposer, et c'est pour moi, c'est cela, l'émotionnel, sur des émotions partagées. Émotions musicales, sportives, etc. Durkheim, que j'ai cité, montrait comment, dans certaines sociétés, des émotions, il appelait cela un rite piaculaire, des rites de pleurs, à partir duquel se structure véritablement la société. De mon point de vue, c'est ce qui est en jeu actuellement. Voilà ce qui fait que ce n'est plus le contrat qui avait prévalu au XVIIIe siècle qui va être important, mais au contraire, le pacte émotionnel. Le contrat est sur la longue durée. Le contrat est purement rationnel. Le pacte, lui, est émotionnel et il est éphémère. C'est des scansions, des séquences, et c'est cela, si vous voulez, qu'il faut avoir à l'esprit. Ce qui fait que, dans tous les domaines, ce n'est plus le mot projet qui va être un mot pertinent. Projet, c'est se projeter vers l'avenir. C'est cette idée de vision. La vision, c'est celui qui sait rassembler les morceaux, celui qui rassemble ce qui est épars, celui qui rassemble en quelque sorte la fragmentation et la mosaïque du monde. Et je dirais que ce n'est plus à partir d'un projet qu'on va pouvoir mobiliser de l'énergie, mais celui qui sait avoir cette vision dans le sens que je viens ici de lui dire. Donc culture du sentiment, tribalisme postmoderne, disons-le tout net, une culture de la communication. J'ai appelé cela, pour ma part, non plus la morale, encore une fois, qui indique par en haut ce qui doit être, mais une éthique de l'esthétique. En grec, le mot ethos, le mot éthique, ethos, c'est le ciment, tout simplement. Un ciment à partir des émotions partagées, et ce, de multiples manières. Voilà ce qu'est la théâtralité. Voilà ce que Platon appelle la théatrocratie. Quelque chose qui fait que, d'une certaine manière, c'est à partir d'une mise en scène permanente de ces diverses tribus, j'ai bien dit en fonction de leur goût, que va se structurer la vie sociale. Alors voilà, bien sûr, tout cela est un paradoxe. C'est Goethe qui rappelait que chaque civilisation, en son moment naissant, est paradoxale. Paradoxe, c'est-à-dire ce qui n'est pas orthodoxe, ce qui est à côté de la doxa. Et le paradoxe, de mon point de vue concernant la postmodernité, est le suivant. Je dis ma définition et je l'explique. Synergie de l'archaïque et du développement technologique. La synergie, c'est la démultiplication des effets. Archaïque, ce n'est pas ce qui est dépassé. Arché, c'est ce qui est fondamental, ce qui est premier. Donc une synergie entre ces éléments de base fondamentaux, un être ensemble, encore une fois, qui n'est plus enfermé en lui-même, mais qui est dans le cadre communautaire, et le développement technologique. Bien sûr, c'est les réseaux sociaux, c'est le forum, les blogs. Pour le dire en des termes plus simples, les tribus et Internet. Et on va voir comment, de diverses manières, c'est ce va-et-vient entre les tribus et Internet qui vont être l'élément essentiel, bien évidemment, et ce, dans tous les domaines de la vie en société. C'est la rébellion de l'imaginaire, l'imaginal. 70% du trafic d'Internet ont des traits ludiques, festifs, oniriques, et rien moins que fonctionnels. Et c'est cette dimension qui constitue ce que j'ai appelé tout à l'heure l'imaginaire, l'atmosphère, l'impératif atmosphérique de diverses manières, qui va contaminer tout, jusque et y compris l'entreprise et le politique. Nous sommes ici en retard d'une guerre, mais il faut se rappeler que, par exemple, dans l'ordre du politique et les soulèvements des peuples un peu partout, pour le meilleur et pour le pire, le montre, c'est le net activisme. C'est-à-dire, non plus à partir de la forme partie et démocratique que s'élabore une contestation, des insurrections ou des soulèvements, mais grâce aux réseaux sociaux. Et ce net activisme, pour moi, est un des éléments importants pour bien comprendre ce qui est en gestation. Or, ce qui est en jeu dans ce net activisme, dans ces réseaux sociaux, c'est le partage, l'échange, des nouvelles formes de solidarité, des nouvelles formes de générosité, et soyons clairs, des éléments qui redonnent une force et vigueur indéniable au spirituel. La religiosité en est une des expressions, j'ai dit tout à l'heure, je le redis, pour le meilleur et pour le pire. Voilà une conception, non plus, encore une fois, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, ascétique, purement rationaliste, mais pour reprendre un terme un peu plus savant, une conception holistique du monde, en entier, où les divers éléments rentrent en jeu, et le corps et la spiritualité.
Et la topique, dès lors, n'est plus simplement une topique verticale, mais c'est ce qui est en train de se passer éminemment sur les réseaux, une dimension de l'horizontalité. Et c'est ce glissement de la verticalité vers l'horizontalité qui est pour moi la mutation, la métamorphose la plus importante. En quelque sorte, on peut dire que ce qui est en jeu, et nous avons des belles expressions en français, mais nous avons oublié, c'est redonner sa force la plus large à ce mot de commerce. Non plus simplement le commerce des biens, mais il n'y a commerce de biens que quand il y a commerce des idées, que quand il y a commerce amoureux. Et les cafés du commerce ou les places du commerce avaient exactement cette fonction, c'est-à-dire l'entièreté, le matériel et le spirituel, la nature, la culture, le corps, l'esprit, etc., au-delà de toutes les dichotomisations qui avaient marqué la modernité. Donc la mutation en cours, la mutation de fond, c'est la métamorphose d'un contrat social, économique, individualiste et rationnel, en un pacte qui, lui, est communautaire et émotionnel. Et comme tous les changements d'époque, bien évidemment, j'emploie ici une expression de Durkheim, cela se fait dans l'effervescence. L'effervescence et l'actualité n'est pas avare d'exemples en ce sens, c'est le symbole et c'est le symptôme du changement. Alors on va traduire cela en parlant de violence, peu importe. Moi je dirais qu'il y a actuellement un grouillement, un fourmillement auquel on ne peut pas être négligent, vis-à-vis duquel il est important d'être attentif, puisque c'est à partir de là que l'on pourra comprendre évidemment ce qui est en gestation. Walter Benjamin, qui est un philosophe du siècle dernier, rappelait « Chaque époque rêve la suivante ». Je rajouterai « Il faut savoir accompagner ce rêve afin que ce ne devienne pas un cauchemar ». Je pense, de mon point de vue, que c'est ce qui est en jeu, c'est le défi qui nous est lancé et c'est l'enjeu qui est le nôtre pour comprendre la société en gestation, l'époque qui est en train de naître. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé qui, je ne sais pas s'il doit nous inquiéter ou au contraire nous rassurer. Il nous rassure parce qu'on se dit qu'on ne comprend rien à ce qui se passe en ce moment. Si, mais on ne comprend rien à ce qui se passe en ce moment. Et donc, c'est normal puisqu'on est entre deux ères et que nous, on est des vieux dans une ère qui change. Et en même temps, moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà des choses comme ça qui ont été vécues. Notamment, vous parlez beaucoup d'hédonisme, vous parlez beaucoup de tribus. Ça ne ressemble pas un peu quand même à la chute de l'Empire romain, tout ça? Oui, moi je n'ai pas peur de ce mot que l'on n'ose plus employer actuellement, le mot décadence. Maintenant, les historiens disent l'Antiquité tardive. Mais en fait, je ne sais plus qu'est-ce qu'on dit. On dit peu quelqu'un qui est gros, on dit qu'il est en surcharge pondérale, enfin, ou des trucs comme ça, ou un technicien de surface. Non, moi je crois qu'on est en décadence. Mais la décadence est toujours intéressante. Hein. Là encore en latin, excusez-moi, hein, décadare, c'est quelque chose qui tombe. Et que chaque fois qu'il y a une décadence, il y a une renaissance. Et que dans le fond, je ne sais pas s'il faut se lamenter ou autre, ce que j'ai dit, c'est ce qui existe. C'est tout. Il faudra faire avec. Et que c'est uniquement si on sait le comprendre, j'ai dit tout à l'heure, que ça ne deviendra pas pire. Mais encore une fois, regardons sur la longue durée. Les moments de décadence ont toujours été des moments de renaissance, sont suivis des moments de renaissance. Il est un mot que je n'ai pas dit et que j'aurais dû dire, qui a été proposé, un terme très simple d'ailleurs, qui a été proposé par un sociologue américain, Sorokin, qui est le mot de saturation. Et il montre comment, en chimie, la saturation, c'est quand les diverses molécules qui composent un corps donné ne peuvent plus rester ensemble. Fatigue, usure, il y a déconstruction de ce corps, divorce. Mais dans le même temps, montre-t-il, ce sont à partir de ces mêmes molécules qu'une autre composition va se faire, qu'un autre corps va naître. Voilà ma réponse. Vous voyez, c'est-à-dire, oui, il y a la saturation,
Et en même temps, je trouve qu'il y a une extraordinaire vitalité, un vitalisme chez ces jeunes générations. Ça, c'est à nous de le comprendre. C'est à nous de savoir l'accompagner et de ne pas être des grognons qui restons sur les vieilles valeurs, encore une fois, qui sont en train d'être saturées. Avant de passer la parole au public, moi j'ai une deuxième question. C'est que, en fait, ce qui nous perturbe, c'est que ces mutations, elles sont longues. C'est-à-dire que ça a commencé dans les années 50, vous avez l'air de dire, on est bientôt en 2020, donc ça fait déjà 70 ans. Donc ça a commencé avec nos parents et ça va continuer avec nous. Et en fait, on a l'impression que justement, ça nous... dans notre vie, on s'adapte au fur et à mesure. Et là, on a l'impression que justement, ça nous dépasse un peu en termes de temps. Il y a bien sûr, et ce que je vais dire n'est pas appelé à durer, mais jusqu'alors, les économistes, les sociologues, les philosophes considéraient qu'une époque, ça durait 3 siècles et demi. Et qu'entre les époques, il y avait ce qu'on appelait des périodes qui marquaient la fin de cette époque et l'émergence d'autre chose. Et les périodes, ça dure quelques décennies. C'est ce qu'on vit actuellement. Ça grouille de diverses manières. Voilà. Et c'est dans ce grouillement, c'est à partir de ce grouillement que quelque chose peut naître. Voilà. Et donc voilà un peu la différence. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est une période qui à la fois est une période délicate à vivre. Parce qu'encore une fois, nous avons été formés, nous tous, à partir de ces grandes valeurs que j'ai dites modernes tout à l'heure, cet individualisme, ce rationalisme et ce progressisme, qui ici, on saurait dire qu'il n'est pas un homme ou une femme du progrès. On n'ose pas dire ça, alors que c'est fini ça. Et en même temps, on se rend bien compte que, qu'on le veuille ou non, il y a un type, encore une fois, je dis bien, de vitalité et de vitalisme qui fait que ces jeunes générations s'ajustent. Alors, en effet, moi j'ai considéré que c'était, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais que c'était à partir des années 50 qu'il y a la césure. Pourquoi 50 ? Il y a 2 petits exemples intéressants. C'est l'architecture. C'est eux les premiers qui ont employé le mot postmodernisme architectural. C'est un architecte italo-américain, Roberto Venturi, qui vient de mourir là, il y a quelques mois, qui s'opposait au Bauhaus, c'est-à-dire une architecture fonctionnelle, minimaliste, Le Corbusier en France. Et cet architecte va construire la Piazza d'Italia à New Orleans à partir, selon ce qu'il dit, des citations diverses, c'est-à-dire non pas le minimalisme de l'obscénité de nos HLM, mais au contraire une fenêtre baroque, un linteau gothique, une porte romane, premièrement. Deuxièmement, c'est pour la communauté italo-américaine. Souviens-toi d'où tu viens. Anamnèse, il dit. Ces morceaux, on les prend à Padoue, à Florence, à Rome, etc. Voilà l'architecture postmoderniste, c'est-à-dire quelque chose qui va rappeler les racines et en même temps qui va faire un patchwork. C'est là-dessus que nous avons pensé, nous, la postmodernité. C'est-à-dire quelque chose qui n'est plus unifié, la société, reductio ad unum, la réduction à l'un, mais au contraire une construction, un idéal communautaire, quelque chose qui est en gestation. Et en même temps, le retour des traditions, le retour des racines. Moi, j'ai traduit cela par un oxymore comme ça qui vaut ce qui vaut, enracinement dynamique. C'est-à-dire qu'à partir des racines, dynamisme, il y a de la force. Or, c'est ce qui me paraît être en jeu actuellement, le retour à des traditions multiformes, qui donnent une forme dynamique. Deuxième élément, c'est le design en 1950. C'est-à-dire, j'appelle cela rendre belle la casserole. C'est-à-dire, on va garder à la casserole, à l'objet familier, sa fonctionnalité, et en même temps, on va l'esthétiser, on va la parer. Voyez, voilà, voilà ce changement, voilà ce qualitatif, voilà cette esthétique sous ces diverses modulations qui vont de plus en plus se répandre et qui, pour moi, est à l'œuvre véritablement dans les jeunes générations. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Il y en a plein de questions. Bonjour, Philippe Deljury. Moi, j'avais 2 questions. Quand vous dites tribu et émotionnel, ça fait un peu penser à populisme. Est-ce que pour vous, le populiste, c'est un
théâtrocrate à qui manquerait la vision? Et la deuxième question, c'est quel parallèle faites-vous avec le capitalisme, puisque vous dites la modernité a démarré au XVIIe siècle et s'arrête à la fin du XXe siècle, donc c'est tout l'essor du capitalisme. Comment vous voyez la suite? Sur le premier mot, moi je le trouve scandaleux, ce mot actuellement de populisme. C'est-à-dire, on a peur du peuple. Et c'est intéressant de voir qu'actuellement, comment, gauche et droite confondues, on va parler du populisme. Dans le fond, les soi-disant démocrates, valeurs démocratiques, sont peu démophiles. Ils n'aiment pas le peuple. Voyez, et donc, du coup, on va parler du populisme. C'est un mot qui devient actuellement, qui est pour moi dangereux. C'est-à-dire que c'est là contre, justement, que l'on peut comprendre les diverses insurrections, soulèvements et révoltes du peuple. Révolte, il faudrait bien que je dise les révoltes des peuples. J'ai bien dit pour le meilleur et pour le pire. Mais on ne peut pas ne pas être attentif. Moi, je vais souvent au Brésil et je vois quand mes amis me disent qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Ben, c'est parce qu'il y a eu cette déconnexion, ce déphasage. Et c'est les favelas qui ont voté le président actuel. Ce n'est pas la méga classe. Etc. Et on peut voir ça, on peut faire la même chose aux États-Unis, en Italie, en Hongrie, enfin, etc., etc. Peu importe. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que oui, l'émotionnel, c'est une dimension qui est une sorte de sagesse du peuple, un instinct ancestral. Et qu'on ne peut pas taxer cela, ou plus exactement, on peut le taxer bien sûr de populisme, avec une espèce de méfiance. Le peuple sent mauvais, quand on dit le mot populisme. Il y a quelque chose de cet ordre, et on pourrait être plus violent que ce que je ne suis maintenant. Voyez, donc non, il faut être. Je crois que si on veut comprendre les mutations en cours, les métamorphoses qui sont en jeu, si vous voulez agir dans le cadre entrepreneurial, si on veut comprendre ce qui va se passer politiquement, si on veut saisir ce qui va être l'enjeu de la transmission, de la socialisation des jeunes générations, on ne peut plus se contenter de mépriser d'une manière comme ça le mot populisme. Alors sur le capitalisme, là, je ne suis pas compétent, il faut demander ça à des économistes. Je dois vous avouer que je considère que la conception économique ou économiciste qui a marqué la modernité est en phase terminale. Mais une agonie, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit civilisationnelle, prend toujours du temps. Mais à bien des égards, il faut être attentif à tout ce qui va être, j'ai dit tout à l'heure, des mots simples, partage, échange, sous ces diverses modulations, et que cela trouve l'aide du développement technologique. Là encore, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que c'est une nouvelle société qui ne va plus reposer sur le primat de l'argent, j'ai dit ne plus perdre sa vie à la gagner, mais quelque chose qui donne une dimension beaucoup plus enthousiasmante de cette vie. Alors voilà, moi je ne peux pas vous répondre en économie, vous avez compris, puisque ce n'est pas de ma compétence, mais à bien des égards, c'est pour ça que j'ai dit la valeur travail est un terme, une expression qui a fait son temps, et en même temps, il y a, je dirais, la création de multiples manières d'être ensemble au niveau du partage. Valeur archaïque, je reconnais. C'est de l'archaïque. Mais il se trouve que c'est là, archaïque. Il faut le prendre au sérieux. Oui, bonsoir. Éric Gérard, Optigestion, gestion privée. Moi, alors, je vais continuer la question qui n'est pas politiquement correcte, visiblement, d'après votre réponse. C'est sur la notion d'autorité. En ce moment, il y a une tendance au niveau de la planète, il y a plus de démocrature que de démocratie. Enfin, on a l'impression que c'est là. Est-ce que cette tendance, elle va continuer pour vous au niveau du régime politique? On va vers plus de démocrature ou est-ce que la démocratie reviendra un jour? Donc ça, c'est la première question. Et finalement, oui, bien sûr, il ne faut pas se déconnecter, il ne faut pas que les élites se déconnectent du peuple, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a des moments, on n'est pas très récompensé d'être connecté et d'être démocrate, finalement, puisque quand vous vous apercevez qu'il faut 20 semaines pour fixer une amende de 135 € à un casseur, c'est un peu long. Il y a des pays qui auraient mis 3 heures. Donc, vous voyez, c'est un peu provoquant ma question, mais
finalement, on est démocrate. Est-ce qu'on est récompensé de l'être? Première question. Et deuxième question, donc est-ce qu'il faut continuer à l'être? Et deuxième question, est-ce que la tendance, c'est la démocrature, ou est-ce que la tendance, c'est demain un retour à la démocratie? J'ai bien dit, dans ces moments de passage d'une époque à une autre, il y a une période d'effervescence, de grouillement, de fourmillement. On ne sait pas très bien ce qu'on est en train de quitter, on n'en a plus envie, on ne sait pas très bien où l'on va. Donc du coup, ben voilà, il y a toute une série de manifestations, de manières d'être que la morale réprouve. Moi, mon travail, ce n'est pas d'être moraliste. Chaque fois qu'il y a eu des changements d'époque, alors soyons plus précis, il y a eu de la violence. Et que celle que l'on vit actuellement est rien du tout par rapport à celle que fut entre l'ancien régime et le nouveau régime, celle qui fut la violence en 1848, celle qui fut la violence en 1830, etc. etc. Vous voyez, donc ce pour dire que moi j'ai pas envie, et je m'en suis expliqué dans diverses émissions où je rappelais que d'une certaine manière il ne sert à rien d'avoir une attitude moraliste, il faut savoir que dans les moments de mutation il y a cette effervescence fondamentale. Alors sur les deux mots que vous avez employés, quand on regarde ce qu'est je ne sais pas ce qu'il faut dire là, le politique, le mot politique, en son sens étymologique, la politique, c'était la gestion de la police, de la cité. Donc, et d'ailleurs, ne pouvait être quelqu'un de politique que pouvait gérer la cité que celui qui savait gérer sa maison. Dans les cités grecques, etc. C'est intéressant, vous voyez, c'est-à-dire que je ne pouvais gérer que si j'avais donné mes preuves, j'avais fait mes preuves dans l'économie familiale, etc. Alors, le politique n'existait que dans cette perspective. Moi, j'ai été formé par un des vieux maîtres qui était Julien Fogne, qui est le grand spécialiste de la sociologie politique, et qui a écrit un grand livre qui s'appelle L'essence du politique, et qui a montré en quelque sorte comment cette politique du proche est devenue la politique du lointain. Actuellement, le politique, c'est plus le proche, c'est le lointain. C'est-à-dire, on pourrait dire, c'est une antiphrase. Vous voyez, quand Orwell, dans Le meilleur des mondes, appelle le ministère de la guerre ministère de l'amour. On n'est plus dans le politique actuellement, puisque c'est plus la gestion de la cité. C'est quelque chose qui est une projection totalement abstraite, et d'où, du coup, je ne me reconnais plus dans cette politique. C'est ce qui fait que, voilà pour moi, peut-être la vraie racine, en quelque sorte, du déphasage qui existe entre les élites, je me fais bien comprendre, gauche et droite confondues, de ce point de vue. Et puis, ce que je dis depuis tout à l'heure, la sagesse populaire. Alors, si on faisait une antiphrase, si on revenait à dire la politique, c'est ceci, c'est ce qui fait la gestion du proche. C'est intéressant de voir que seuls les maires sont épargnés d'une certaine manière dans la critique que l'on peut faire des politiques en général. Tout simplement parce que c'est la gestion de ce qui est le plus proche. Alors, en gros, moi, ce qui me paraît être en jeu actuellement, c'est véritablement, dans ce mot politique, c'est quelque chose qui remet l'accent, et c'est ce qu'on voit pour moi dans les divers soulèvements actuels, qui va mettre l'accent sur le localisme. Le lieu fait lien. Alors qu'actuellement, la politique ne fait plus lien parce que ce n'est plus un lieu. Il faut penser cette spatialisation du temps, einsteinisation du temps. Le temps se contracte en espace. Et que c'est uniquement si on comprend cette einsteinisation du temps que l'on pourra comprendre les soulèvements contemporains, qui ne se reconnaissent plus dans le lointain, mais qui vont se reconnaître dans les ronds-points, qui vont se reconnaître dans ce qui est justement et de l'ordre du local. Je répète, le lieu fait lien. Voilà le premier point. Donc du coup, de mon point de vue, si on reste sur cette conception de la politique lointaine, je dis bien, la démocratie n'a plus de sens actuellement. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie pour des gens qui traitent le peuple de la manière dont ils les traitent? J'ai dit tout à l'heure, ces démocrates ne sont pas démophiles. Il faut savoir aussi aimer le peuple. Il suffit d'entendre l'intelligentsia sous ses diverses modulations, mépriser ceux qui fument des clopes et roulent en diesel, ou ceux qui voient dans les divers soulèvements actuels des fachos. Et tout à l'avenant, enfin, on a des quantités et des kilos d'expressions de cet ordre. Ce n'est pas la peine que je nomme ceux qui ont dit les phrases que je viens de dire, on les a lues. Mais ce qui traduit bien en quelque sorte que le mot démocratie devient une incantation.
Une incantation, c'est que les ethnologues nous disent, c'est quand on chante quelque chose dont on n'est pas convaincu. Si je le dis en termes plus simples, on ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Bien, c'est un peu la même chose concernant la démocratie. Le mot démocratie, on l'emploie à tire-larigot, ça ne veut plus dire grand-chose. Non, il faut revenir encore une fois à ce qui sont, encore une fois, ce que c'est cette sagesse populaire, ce qu'est le localisme sous ses diverses modulations. Alors, dernier mot que vous avez dit, le mot autorité. Ce qui a fait encore une fois, puisque j'ai dit tout à l'heure, on comprend une société à partir d'une topique, un topos, la verticalité ou l'horizontalité. Ce qui a été la marque de la politique moderne, c'est encore une fois cette verticalité, c'est-à-dire le pouvoir. Moi je sais, toi tu sais pas, et je tire. L'éducation, la structure éducative, repose sur ce schéma, que ce soit l'éducation stricto sensu, le chef d'entreprise, le politique, etc. Ou dans la famille, tout simplement. Cette conception, encore une fois, du sachant, et qui tire, educare, qui va tirer en quelque sorte. Ça, c'est le pouvoir. Je pense que c'est saturé. Et à ce moment-là, alors, je sais que le mot que je vais dire est difficile à dire en français, vous l'avez employé sans y faire attention, en tout cas pour moi c'est un mot qui est important, il y a retour de l'autorité. Autoritas, c'est ce qui fait croître. Un bon auteur, par exemple, c'est celui qui fait croître vos idées. Et là, pour moi, je pense qu'il y a un refus du pouvoir vertical et il y a un retour de l'autoritas, de l'autorité. Non plus l'éducation, moi je sais, toi tu sais pas, mais la seconde forme de transmission et de socialisation qui est l'initiation. L'initiation ne repose pas sur celui qui sait et qui tire, l'initiation fait ressortir le trésor qui est là. Vous voyez la différence? Voilà. Le pouvoir sait, le pouvoir impose, le pouvoir des sachants. L'autorité accompagne. Alors si on ne veut pas dire initiation, on dira coaching, on dira accompagnement, etc. Mais rien ni personne ne pourra faire abstraction de ce glissement de l'éducation à l'initiation. Le chef d'entreprise ne pourra plus être celui qui parle. Moi, je suis très souvent invité par des chefs d'entreprise et je leur dis bien que vous n'obtiendrez de la compétence que si vous savez mettre l'accent sur l'appétence. C'est-à-dire que si vous savez faire ressortir le trésor qui est là, dans tout un chacun, vous voyez, avec tout à l'avenant. Vous voyez, voilà pour moi, c'est ces mots qu'il faut arriver à trouver. J'ai dit, il faut arriver à trouver des mots qui soient en pertinence avec ce qui est vécu. Mais il ne faut plus se contenter de sériner des choses que l'on a l'habitude de dire comme ça, tire-larigot, ce que l'on entend dans tous ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. C'est là que l'élite est déphasée. Parce qu'elle n'a plus cet enracinement. Ce n'est plus un peuple réel auquel ils sont confrontés. C'est un peuple abstrait. Et du coup, à certains moments, ça pète. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Bon, je viens de négocier une dernière question. Donc, ce sera vraiment la dernière, je suis désolé. Bonsoir, Laurent Wronski. Je voudrais revenir sur l'effervescence. Donc, quand on est dans le sas, entre les deux époques, comment est-ce qu'on identifie les valeurs transcendantales qui transcendent le temps, les hommes et les cultures? On les appelle souvent les valeurs traditionnelles, et les valeurs qu'on doit changer. Parce que si on jette à la poubelle toutes les valeurs, on répète les erreurs du passé. Et donc, aujourd'hui, on fait comment concrètement? Bon, justement, j'ai employé cette petite ce mot qui est un peu une métaphore, je reconnais, le mot de saturation. Pour éviter, parce que je n'aime pas, et je trouve que je n'aime pas, c'est pas important, mais je trouve que c'est pas pertinent de parler de rupture. Moi, je ne crois pas qu'il y ait rupture et rejet. Il y a métamorphose, il y a transformation. Et donc, en quelque sorte, vous voyez, par exemple, c'est intéressant de voir comment c'est à partir de ce qui cesse que quelque chose va naître. Je prends les deux mots que j'ai dit tout à l'heure. Le mot travail et le mot création. C'est tout simplement pour montrer que oui, quelque chose peut se saturer, valeur travail, en même temps, l'action sur le monde et sur soi-même continue d'exister. Ça, c'est la création. Voyez, donc, ce n'est pas question de rejeter des choses, c'est de voir quelle forme nouvelle cela prend. Et
peut-être que le terme qui conviendrait le mieux, c'est ce terme de métamorphose. C'est-à-dire, encore une fois, le fait qu'on va passer d'une forme à l'autre, mais à partir de ce qui construit. Disons-le en des termes très simples, par exemple. Moi, je suis frappé de voir combien dans toutes nos villes européennes, eh ben, enfin, je pense à des villes que nous connaissons, Rome, ou même Paris ou autre, enfin, comment c'est à partir des pierres de ce qui cesse que va se des pierres des temples, enfin, des temples romains, etc., que vont se construire les églises, pour dire les choses très simplement. Voilà ce qu'est la métamorphose, voyez. Et c'est en ce sens que ce n'est pas un rejet de quelque chose, mais tout simplement le fait qu'on est en train de prendre conscience que, comme toute plante humaine, comme toute plante stricto sensu, la plante humaine a besoin de ses racines. C'est ça la tradition. On avait cru les dépasser dans le progressisme. Le progressisme fut un progressisme bené, un progressisme dévastateur. Et l'idée de la progressivité, puisque j'ai dit idée de progressivité, c'est justement, encore une fois, penser qu'il puisse y avoir, à partir de ces racines, une vitalité spécifique. Nos modes d'interprétation, que l'on en soit ou pas conscient, c'était la flèche du temps. C'est ça le mythe du progrès. Demain, on rasera gratis. Les lendemains qui chantent. Et tout à l'avenant. Reporter sur le lendemain quelque chose qu'on ne savait pas vivre sur le moment. Voilà, c'était Hegel, Marx, enfin, toute cette tradition-là, les grands systèmes sociaux du 19e, reposant sur cette flèche du temps. À l'opposé de la flèche du temps, on avait le cercle, on va dire, un peu réactionnaire, le retour du même. Moi, ce que j'essayais de vous dire, c'est ni la flèche du temps, ni le cercle, mais la spirale. Et la progressivité, c'est l'idée de spirale. C'est-à-dire voir revenir, pas exactement au même niveau, quelque chose qui assure une manière d'être ensemble. Alors prenons ma métaphore, puisque c'est celle que j'ai dite plusieurs fois et que je serine toujours, c'est la tribu. La tribu, c'est une métaphore, ce n'est pas un concept. C'est-à-dire, on reprend la vieille idée de lutte contre l'adversité, serrer les coudes, je la tords, ce n'est pas exactement au même niveau, et c'est ceux qui assurent une manière d'être ensemble. Pour moi, l'idéal communautaire. Voilà un peu, si vous voulez, cette effervescence qui est en jeu. Je reprends une forme, je la tords, et en même temps, c'est ceux qui assurent une manière d'être ensemble, et c'est ce à quoi il faut penser, ce à quoi il faut réfléchir. Mais je vous le redis, chers amis, il faut vraiment faire un effort de pensée actuellement. Dans ce moment de détresse théorique, des Niagara d'eau tiède de bons sentiments, c'est quelque chose qui n'est plus en phase avec l'esprit du temps. Et qu'il faut savoir sortir de cela, prendre véritablement un effort de pensée pour accompagner ce qui est. Et que c'est si on ne sait pas accompagner ce qui est, que le pire sera là. Il faut savoir accompagner le meilleur. Merci beaucoup. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je crois que Michel Maffesoli reste ce soir et même demain, toute la journée. Voilà. Donc vous pourrez poser encore plein de questions, il n'y a pas de problème. Là, on fait un petit break et on se retrouve. Alors, s'il vous plaît, allez vite faire tout ce que vous avez à faire et un break pas trop long pour qu'on puisse continuer après tout ce qu'on a à voir tous ensemble. Merci beaucoup.